nouvelle table ronde qui a pour titre L'écologie politique peut-elle transformer l'économie ou la remplacer? Alors un titre un peu provocateur et pour lequel nous avons convié trois auteurs et penseurs pour en débattre avec vous. Alors pour l'introduire dès à présent, je vais me servir de vos mots, Olivier Rey, si vous permettez. Vous dites « La pensée économique réalise cette prouesse de tirer parti de l'impasse dans laquelle elle contribue à précipiter les sociétés pour renforcer son emprise, imposer ses vues et surtout faire passer toute remise en cause pour des propos fantaisistes et irresponsables. » Alors on va peut-être ensemble, durant 1h30, avec nos trois invités, tenter peut-être de faire mentir ce malheureux poncif et revenir sur d'importantes questions paradigmatiques, comme l'a évoqué ce matin, par exemple, Lucie Schmitt. En réfléchissant donc théoriquement, mais aussi concrètement, aux possibilités de transformation du système, à ce qu'il convient de changer, à ce qui fait défaut, puis à la question cruciale de la taille pertinente, des proportions à apposer à nos institutions pour faire face aux différents enjeux écologiques et pour développer une société plus juste, alors en termes de justice, mais également de justesse. Nous nous pencherons enfin sur la question de savoir quoi et comment mesurer ce qui fait sens pour construire cette société et évidemment tous les autres objets que vous voudrez mettre au débat. Alors je vais peut-être brièvement présenter Daniela Martuccelli qui va débuter. Alors vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Descartes. Vos travaux ambitieux, souvent systémiques, portent notamment sur la théorie sociale et plus spécifiquement la théorie de l'individu et de l'individuation, croisée à une sociologie politique. Vous êtes donc habitué à nous proposer une série de matrices explicatives, de modèles, dirons-nous. Vous avez énormément travaillé sur ce qu'on pourrait appeler la texture du social, les consistances du social, donc autant d'éléments un peu abstraits, qui peuvent sembler abstraits, mais qui sont pour autant éminemment importants pour pouvoir réfléchir l'évolution des sociétés et les formes politiques, au sens littéral, qui sont à l'œuvre. Donc vous êtes l'auteur d'un bon nombre d'ouvrages, mais celui pour lequel on vous a notamment invité aujourd'hui, et pour lequel on est heureux de vous accueillir, est paru en 2014, il s'appelle « Les sociétés et l'impossible, les limites imaginaires de la réalité ». Alors vous êtes un fin connaisseur de Castoriadis, j'imagine que ça n'est pas pour rien dans ce titre, auteur qui est assez apprécié par l'écologie politique. Alors très brièvement peut-être, vous proposez, vous allez nous l'expliquer, proposez de vous pencher sur les rapports que vous dites élastiques entre action et réalité, et puis la place évidemment de l'imaginaire dans ces formulations de sens. Et la réalité pour vous est une donnée naturelle et objective, mais surtout le résultat de croyances partagées. Et donc vous proposez dans cet ouvrage, je le dis pour ceux qui peut-être ne l'auraient pas lu, 4 régimes de réalité qui se seraient succédés. Vous dites pour autant que d'un régime de réalité à l'autre restent des résidus, des reliquats qui restent centrales, qui ne sont plus l'opérateur premier. Et donc, selon vous, et c'est ce point-ci qui nous intéresse spécifiquement, il y aurait peut-être un passage, donc le premier, vous en dégagez 4, que je dis brièvement, le régime religieux de réalité, le régime politique, le régime économique, puis il y aurait le régime écologique de réalité qui serait en gestation. Donc je vous laisse peut-être nous en dire davantage sur ce point précis. Merci beaucoup pour l'invitation. Lorsque je veux faire immédiatement écho à ce qui vient d'être signalé. Merci pour l'invitation. Je vais faire écho à ce qui vient d'être dit par Alice. Lorsqu'on s'intéresse à la vie sociale et politique, il est des bons tons commencer en se disant quelles sont les possibilités et les ouvertures d'avenir de son société. Si vous permettez bien, pendant quelques 10-15 minutes, je vais prendre les problèmes de l'autre côté. C'est-à-dire comment les sociétés parviennent à instituer l'impossible. Et à bien y regarder, c'est un problème tout aussi essentiel, sinon davantage important, que les sociétés ont eu à faire au long de l'histoire. Et lorsqu'on aborde cette question, il y a quelque chose qui apparaît avec une certaine clarté, qu'il y a différentes manières, mais aussi différentes raisons pour lesquelles une société a besoin
d'instituer collectivement une représentation de l'impossible. Et la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est savoir pourquoi, aujourd'hui, l'économie a pris la place, presque toute la place, à l'heure de définir ce qui est le possible et l'impossible collectivement dans nos sociétés. Je vais revenir rapidement sur ce qui vient d'être énoncé par Alice, en vous attirant l'attention sur les manières dont les sociétés instituent l'impossible. D'une manière extrêmement cavalière, j'ai que 10 minutes pour raconter une histoire qui a pris quelques millénaires. On peut penser qu'il y a eu une succession de 4 grandes manières pour lesquelles les sociétés collectivement ont véritablement institué des horizons d'impossibilité. La première, c'est la plus évidente à comprendre, c'est la religion. C'est-à-dire les dieux, les entités invisibles, la partition du monde entre le sacré et le profane. L'idée que le réel, au sens le plus fort du terme, n'est pas ce qui est visible ici, en bas, mais ce qui renvoie à l'au-delà et plus tard. Et chaque fois qu'il y avait une transgression de cette limite, qu'il y avait une considération morale très forte, il y avait des conséquences. Que ce soit parce qu'il y avait une corruption du monde, que ce soit par les péchés et les conséquences de la transgression de l'action humaine des principes divins. Pendant des millénaires, les sociétés ont vécu avec un sens de la limite qui était basé sur des considérations morales. Et ces considérations morales s'appuyaient sur une conception du réel qui renvoyait à une cosmologie, théologique, religieuse différente, qui ont des significations très variées, si on est au début de l'animisme jusqu'au variant du monothéisme, mais dans lesquelles, c'est très important, la limite avait une considération morale. Et c'était sur de l'ordre des considérations morales, basées sur l'action plus ou moins active des dieux, qui s'imposait une limite en société. Et on peut dire que cette vision morale est toujours à l'œuvre dans nos sociétés, au moment de tracer l'impossible. C'est évidemment, dans nos conceptions actuelles, les droits humains qui reflètent peut-être le mieux la volonté de tracer une limite à partir de la morale, et donc une certaine conception du bien collectif. Mais c'est bien sûr cette conception que la morale est insuffisante pour véritablement empêcher l'imitation de l'action humaine, qui a été si bien décrite dans une phrase célèbre de Dostoïevski, « Si Dieu est mort, tout est perdu ». C'est-à-dire, la conception morale est insuffisante pour aller à l'encontre du souhait d'illimitation humaine. À cheval de cette conception religieuse qui trace l'impossible, il y a une conception politique. Aujourd'hui, ça peut nous sembler étrange, puisque pour la modernité, depuis 2 siècles et demi, 3 siècles, la politique est au contraire ce qui est censé ouvrir sans défaillance l'avenir. Mais pendant des siècles, la fonction première du politique a été au contraire de tracer un impossible. Diriger la réalité autour de 3 grandes fonctions. Ceux qui font de la guerre, ceux qui font de la prière et ceux qui travaillent. De faire une division entre les êtres, entre les nobles et les autres. Et surtout d'asseoir l'ordre social sur l'ordre cosmique. Et toute transgression de l'ordre social était représentée comme quelque chose qui mettait à mal la conception même que le cosmos était conçu dans ces sociétés comme quelque chose qu'il fallait absolument respecter. La fin de ces hiérarchies sociales naturalisées, qui a pendant longtemps été la fonction sociale éminente de la politique pour dicter l'impossible, a un nom très précis dans l'histoire occidentale, ça s'appelle la révolution du XVIIIe siècle. La révolution, c'est la volonté véritablement d'un déferlement illimité de l'énergie dans l'histoire et la conception que par les politiques et la puissance de la politique, on peut radicalement transformer les sociétés. Et aujourd'hui, lorsque nous avons des sentiments de méfiance avec la politique, cela s'exprime presque systématiquement, parce que nous avons le sentiment que la politique ne fait pas véritablement sa promesse, c'est-à-dire ouvrir les possibles. Lorsque la politique va cesser d'avoir cette fonction de tracer une limite en société, va se produire ce qui est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire dans lequel, progressivement, ce sera l'économie, peut-être, je dis bien peut-être, l'écologie, qui vont avoir ces fonctions d'institution d'une limite au souhait d'illimitation de l'action humaine. Pourquoi l'économie? Dit de la manière la plus simple et rapide possible. Au XVIIe siècle, excusez-moi de faire un récit de cette nature aussi cavalière, va se produire avec l'avènement de la science moderne l'apparition d'une représentation hégémonique de la réalité, qui est encore la représentation hégémonique que nous avons tous, qui est peut-être le seul universel qui nous reste aujourd'hui au niveau de la planète, puisque tout le monde s'accorde désormais sur les valeurs centrales de cette représentation de la réalité, qui va avoir la volonté et va prétendre dire véritablement ce qui est réel
sur des bases tout autres qu'il avait fait longtemps la théologie. La science moderne, au XVIIe siècle, naît pour répondre aux problèmes de la certitude qui avait donné la guerre des religions au XVIe siècle. On ne pouvait pas trancher pour savoir si entre les trois grands dieux monothéistes, juifs, musulmans et chrétiens, lesquels disaient le vrai. La prétention de la science moderne, dans la voie rationaliste d'abord, dans la voie expérimentale ensuite, est de pouvoir trancher les controverses, de dire qu'est-ce que c'est le réel, d'avoir un discours qui, au nom du réel, et seulement au nom des faits, permet de sortir des débats qu'une société se pose à elle-même. Sauf que la science va progressivement, dans ces langages hégémoniques de la réalité, se mélanger avec un projet prométhéen, technicien, qui dès le XVIIIe, surtout au XIXe siècle, avec la philosophie positiviste, s'empare des esprits. Et la science va devenir ce projet collectif qui annonce chaque fois la volonté d'ouvrir les possibles et de rétrécir la possible. La science n'a pas eu une fonction pendant 2-3 siècles, de limitation, de l'illimitation humaine. Et donc c'est un autre domaine social qui va avoir à remplir cette fonction. Lorsque la politique cesse d'avoir cette capacité de tracer un impossible, c'est véritablement vers l'économie, dès le XVIIIe siècle, que les sociétés se sont détruites. Et là, je vais pas aller dans des choses très en détail, on n'aura pas le temps, peut-être on reviendra dans la conversation, mais que l'on soit dans l'économie, soyons clairs, dans les différents paradigmes, du coupéré, de la main invisible du marché, dans l'infrastructure marxiste et le caractère indépassable de certaines contradictions, que l'on soit dans les circuits grippés de la vision keynésienne, que l'on soit dans les hypothèses très abstraites de l'équilibre général, il y a toujours l'idée que l'économie, de manière inéluctable, impose les limites à l'action des hommes et des collectifs. L'économie dicte les possibles et l'impossible. Et, pour dire les choses très simples, un exemple que tout le monde a en tête, pensez à la manière dont certains récits a rendu compte de l'effondrement de l'Empire soviétique. L'effondrement n'a pas été donné pour des raisons morales, n'a pas été donné pour des raisons politiques, a été donné pour des raisons économiques. Lorsque, dans le récit collectif, on a imposé la représentation que le domaine, le modèle soviétique ne pouvait pas suivre, révolution informationnelle, les informations des fonds qui produisaient l'économie. L'idée que l'économie trace les possibles et l'impossible, dicte l'avenir et ferme les possibles, est devenue une des plus ferventes divisions de nos sociétés. Et nous avons construit, pendant 2 siècles et demi, dans un processus dans lequel la pensée critique a eu un rôle absolument décisif autour de l'économie, cette fonction des limites de l'action humaine et du désir d'imitation collective. Il y a eu des phases dans lesquelles la politique intervenait de manière plus légitime dans les affaires économiques que notre période. Mais au fond, l'acronyme célèbre en anglais TINA, il n'y a pas d'alternative. Et déjà à la base de la représentation que nos sociétés demandent à l'économie. Qu'elles nous disent ce que nous ne pouvons pas faire. Et l'économie va le faire avec une grande sagesse, parce qu'elle a une grande capacité narrative, parce qu'elle va s'appuyer sur un discours strictement factuel. Il n'y a pas de considération morale, il n'y a pas d'intervention des entités invisibles, il n'y a pas de hiérarchie sociale naturalisée, c'est par la simple mécanique des faits sociaux que factuellement les sociétés butent contre l'impossible. Il me semble que ce discours économique est encore largement et qui va certainement l'être dans les décennies qui viennent. Mais on peut penser, c'est une hypothèse de travail, ce n'est pas une récit, évidemment, mais comme hypothèse de travail, que nous assistons à la gestation d'une autre manière de construire l'impossible de notre société. Et c'est évidemment la pensée écologique qui est en train de le faire. On va revenir dans les conversations certainement, 2-3 idées très simples là-dessus. Je trouve qu'un des débats les plus passionnants auxquels nous assistons aujourd'hui, c'est la discussion entre guillemets des économistes et écologistes. Entre les écologistes qui mettent en question les caractères aveugles de la pensée économique. Il n'a pas su véritablement intégrer pendant longtemps les contraintes de l'environnement naturel. Parce qu'il était bâti en tant que discipline largement sur une conception dans laquelle la société avait pris une certaine ascendance radicale vis-à-vis de la nature. C'était un projet profondément moderne. Et donc, tout l'élément de la critique écologique, depuis une cinquantaine d'années, c'est de montrer qu'il existe au-delà des contraintes économiques, des véritables interdépendances environnementales larges, et qu'il faut absolument réinsérer la société dans la nature. Et dès ce point de vue,
la critique écologique est la fin d'une certaine conception conquérante de la modernité occidentale. À cette critique, les économistes répondent par deux grands éléments. Tout le monde en tête, j'imagine, dans cette salle. L'un, c'est l'externalité, c'est le système des prix, qui est la meilleure manière de tenir compte des effets pervers de la propre production industrielle. Et ça va des marchés d'échange, du pollueur-payeur, des taxes carbone et tout ce que vous voulez. C'est un système que le système des prix peut se corriger lui-même. Et la deuxième grande réponse, c'est le développement durable. L'idée d'une croissance verte, vertueuse, dans laquelle on va pouvoir maîtriser les effets négatifs de la croissance économique. À quoi tort les écologistes en disant que tout ça c'est quand même un peu cavalier, que les conséquences du réchauffement climatique, que c'est impossible de mesurer les coûts des ressources naturelles non renouvelables, qu'il existe des risques écologiques dont on ne peut pas assurer, etc., etc. Bref, il est là un véritable débat des fonds entre les uns et les autres, dont l'objectif ultime, c'est de voir quelle est la véritable limite, la manière dont une société peut instituer l'impossible. Faut-il continuer à raisonner en termes d'une impossible factuelle économique, ou faut-il l'introduire par une limite d'une nature différente qui tient compte des interdépendances écologiques de son circulaire? Vous pourrez me dire où est le problème, puisque l'économie est toujours active et que l'écologie est en train déjà de prendre la relève dans les décennies qui viennent, et que nous allons vivre avec un nouvel imaginaire de la vie. Je pense qu'il y a trois choses, et je finirai par là, qui posent problème dans cette succession historique. La première, c'est que la réalité, c'est qu'elle existe. Les contraintes sont évidentes. Les contraintes morales, politiques, économiques et bien sûr écologiques. Mais une contrainte, ce n'est pas une limite. Ce n'est pas quelque chose d'infranchissable. Ce sont des écueils, qui sont à la fois des possibilités et des obstacles. Et qu'une chose, c'est affronter les contraintes que la réalité nous impose systématiquement dans tout l'ordre de la réalité. Et autre chose, c'est fabriquer des limites imaginaires pour conjurer d'une manière plus ou moins secrète la peur de notre société vis-à-vis des désirs d'illimitation de l'action humaine. Deuxièmement, dans cette construction de la limite imaginaire, il est évident que, tôt ou tard, il est absolument nécessaire de mobiliser la peur. Ça a été mobilisé par les entités invisibles, ça a été mobilisé par la peur de régicide et la violence, ça a été mobilisé bien sûr par arrêter la famille dans la pensée économique, il est aujourd'hui par l'imaginaire de la catastrophe. Et la peur devient quelque chose d'absolument indispensable dans la construction d'une société qui veut se limiter elle-même, non pas par la propre délibération d'elle-même, mais par quelque chose qui est supposé à l'extérieur d'elle-même et qui conjure ses désirs de limitation. Et troisième remarque, et la plus simple, la plus profonde de cette crainte, c'est que, et là on sera peut-être tous d'accord, c'est quelque chose de troublant de voir que la pensée critique, probablement la plus importante que nous avons aujourd'hui, la pensée écologique, est en train de bâtir une limite imaginaire de la même manière que l'ont fait hier la théologie politique ou l'économie politique. Et que cette limite que l'écologie politique, dans sa meilleure tradition critique, est en train de faire à des choses extrêmement semblables à la manière dont hier la pensée critique a produit la limite par l'économie. Pour ceux dans cette salle qui se rappellent de ces vieux débats, dans l'austro-marxisme, dans la Seconde Internationale, ça nous ramène au début du XXe siècle, il y avait un problème entre ceux qui pensaient qu'il y avait des contradictions insurmontables, ce qui posait le problème en termes de volonté et de devoirs et d'horizons normatifs. Eh bien, on peut penser qu'une société qui construit la limite autour de l'impossible est obligée de mobiliser la peur. Et on peut faire les paris que la construction de la liberté ne croise jamais les chemins de la peur. Peut-être dans cette opposition finalement quasiment épistémologique entre écologie versus économie, il y a une chose que vous n'avez pas évoquée là, mais que vous évoquez très bien dans votre ouvrage en conclusion, sauf erreur de ma part, c'est l'idée, pour introduire finalement notre deuxième orateur, que pour basculer vers un autre régime de réalité, dites-vous, il faut la consolidation de nouvelles unités de mesure. Il s'agit, dites-vous, d'une guerre des indicateurs. Et donc, peut-être c'est une manière qu'une autre d'introduire notre deuxième intervenant, c'est-à-dire sur cette question des seuils, finalement, qui, selon Illich, est le moment où quelque chose qui était productif devient contre-productif. Donc, je vais peut-être brièvement vous présenter. Alors, Olivier Rey, vous êtes initialement polytechnicien, mathématicien.
Vous enseignez désormais la philosophie à Paris 1. Je précise parce que c'est pas totalement, c'est un élément qui n'est pas tout à fait étranger aux réflexions que vous proposez aussi. Donc, vous enseignez aujourd'hui la philosophie à Paris 1, vous êtes chercheur au CNRS, vous avez notamment développé une réflexion critique sur la place de la science dans la société contemporaine, puis sur les formes de rejet du passé, si je ne me trompe pas, les symptômes qui montrent bien la propension des sociétés modernes à tourner le dos aux héritages qui les fondent. Et votre dernier ouvrage, donc, que j'ai là, Une question de taille, et pour lequel donc, nous sommes entre autres ravis de vous accueillir. Dans celui-ci, vous vous êtes cette fois-ci attaqué à une question cruciale, me semble-t-il, pour l'écologie politique, celle des échelles, qui a été d'ailleurs pour partie abordée un peu ce matin. Donc à l'aide, entre autres, de la pensée de Ivan Illich, vous revenez sur ce que vous appelez l'une des tâches aveugles de la réflexion philosophique moderne et contemporaine, celle de la taille et des proportions. Alors celle évidemment de la convivialité, mais j'oserais dire plus largement du bon sens. C'est-à-dire l'idée selon laquelle le monde n'est pas vraiment invariant en fonction des changements d'échelle. Vous allez nous l'expliquer. Alors on pense en tout cas tout de suite à la globalisation économique, entre autres, et à la forme néolibérale à l'intérieur de laquelle nous vivons. Alors vous le dites sans embâge, pour conclure et reprendre une thèse qui vous est chère, partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros, en précisant pour autant que ce n'est pas le petit qui vous importe, mais ce qui est proportionné. Et vous allez même plus loin, sans une réelle réflexion sur les rapports de taille, alors la dite commensurabilité, l'existence humaine finalement s'abîme dans le non-sens. Alors, je vais vous passer la parole, mais juste pour terminer, ce qui est intéressant dans votre philosophie, c'est qu'elle est proche, bien sûr, des humanités, mais également des sciences dures, pour reprendre un terme qui était abordé ce matin, c'est-à-dire finalement de l'observation empirique des phénomènes, qu'ils soient d'ailleurs physiques ou sociaux, ce qui lui confère un aspect quasiment irrésistible, c'est-à-dire votre analyse de la texture du social, pour reprendre un terme de Danilo, et finalement, je voudrais dire sans appel. Alors, en vous donnant la parole, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, et à laquelle vous n'êtes d'ailleurs pas contraint d'y répondre, c'est y a-t-il d'après vous un changement de régime de réalité ? Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Juste un tout petit mot, la phrase que vous avez citée, à chaque fois que quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros, c'est pas de moi, c'est de Léopold Kohr, dont on peut regretter d'ailleurs que son maître ouvrage, The Breakdown of Nations, qui a été écrit dans les années 50, n'ait jamais été traduit en français. Voilà, ce serait souhaitable qu'il le soit un jour. Et Léopold Kohr a été quelqu'un qui a beaucoup compté dans la vie d'Ivan Illich et dans la formation de sa pensée, qui se sont connus à l'époque où l'un et l'autre enseignaient à Porto Rico. Alors écoutez, en préparant ma venue ici, j'ai essayé de prendre au sérieux le titre qui a été donné à cette table ronde. Donc bon, je vais essayer de dire très brièvement les quelques réflexions qui me sont venues en réfléchissant à cette question. Il me semble que le premier constat que nous pouvons tous faire devant la réalité dans laquelle nous sommes plongés, c'est que nous sommes actuellement pris dans une dynamique qui est nocive et qui, si on la prolonge par continuité, nous mène évidemment à la catastrophe. Alors, ce constat-là est quand même de plus en plus partagé, mais face à ce constat, nous sommes sans cesse confrontés à une double inefficacité. Premièrement, l'inefficacité des bricolages à l'intérieur du système existant pour essayer d'améliorer un tout petit peu les choses, mais à chaque fois on voit bien que ces bricolages ne font qu'acheter un tout petit peu de soulagement sur quelques points locaux au prix de l'aggravation des problèmes globaux. Et donc en fait on ne fait que, c'est qu'un peu comme sur une corde où voilà, avec beaucoup d'efforts on arrive à dégager un peu plus de longueur de corde en repoussant les nœuds, et puis à un moment donné on va se retrouver avec un nœud absolument énorme qu'on ne pourra plus faire bouger.
Donc inefficacité des bricolages à l'intérieur du système existant, mais en regard également inefficacité des critiques radicales qui identifient très justement que le mal est d'ordre systémique, que donc justement les solutions à l'intérieur du système n'apportent pas de véritables solutions justement. Mais souvent, ces critiques radicales sont incapables de proposer un modèle différent crédible, ou alors, quand elles le peuvent, elles sont incapables de dessiner un chemin de transition crédible pour rejoindre ce nouveau modèle. D'ailleurs, dans l'histoire de la pensée, quand on regarde la pensée utopique, il y a deux objections qu'on peut faire à la pensée utopique, c'est que souvent le monde utopique qu'elle dessine est absolument effroyable, ce qui fait qu'on préfère encore le monde tel qu'on le connaît avec toutes ces tares plutôt que ces choses effrayantes. Mais même si ces choses dessinées par l'utopie sont au contraire extrêmement attirantes, eh bien les utopistes en général sont incapables de dire comment on fait pour, à partir de la situation dans laquelle on est, rejoindre cette situation qu'il dessine comme idyllique. Donc d'un côté, la réalité nous convainc sans cesse que les choses ne peuvent pas durer, et qu'un changement radical et non pas cosmétique devient essentiel. Et donc du coup, cela nous tourne vers la critique radicale, et d'un autre côté, la critique radicale nous laisse impuissants face à la réalité, à laquelle du coup nous sommes renvoyés et à laquelle chacun d'entre nous collaborons plus ou moins à notre manière. Alors la difficulté qu'il y a à échapper à ce cercle infernal, d'ailleurs, justement, au bout d'un moment, on se demande si, en développant de la critique radicale, on ne devient pas un élément même du système qui lui permet de perdurer. Une sorte de compensation, justement, à tout ce qui va mal. Alors, il y a des petits endroits où on dit que tout va mal, et puis après, on reprend les affaires là où elles étaient. La difficulté qu'il y a à échapper à ce cercle fait que nous sommes tous pris dans un processus dont nous avons perdu la mesure, et que plus personne, même ceux qu'on appelle les puissants de ce monde, ne maîtrise. Puisqu'il a été fait référence tout à l'heure aux temps anciens, il y a une chose qui était très importante dans les temps anciens, en particulier dans la Grèce ancienne, c'était le partage entre politique et économie. Castoriadis, justement, a beaucoup insisté là-dessus. La politique, c'était ce qui avait trait à la vie publique, à la vie de la cité, et puis, qui était la police, donc, et puis l'économie, c'était ce qui avait trait à la sphère domestique. Dans les temps modernes, on les décrit souvent comme des temps où on va aller vers le règne de l'économie. En fait, là, il y a un abus sémantique épouvantable parce que précisément le terme économie est très mal choisi pour désigner ce dans quoi nous vivons. Nous sommes beaucoup plus dans un système que les Grecs auraient qualifié, enfin, pour reprendre le vocabulaire d'Aristote, de crématistique. La crématistique, c'est une dynamique d'accumulation sans limite, justement, de richesses, de biens, de tout ce que l'on veut, mais c'est la crématistique, c'est précisément une dynamique illimitée. Alors que l'économie chez Aristote est par essence limitée, puisque c'est la bonne gestion de la sphère familiale et, disons, de la famille au sens large. Et en fait, cette domination de la crématistique qui a été décrite, qui se met en place à partir du XVIIIe siècle, qui s'épanouit au XIXe et dans laquelle, justement, nous sommes pratiquement noyés aujourd'hui, elle absorbe et dissout aussi bien la politique que l'économie au sens ancien du terme. Un très bon exemple aujourd'hui, c'est l'Union européenne. On a raconté à toutes les nations européennes qu'elles ne pesaient plus assez à l'échelle du monde et donc il fallait qu'elles s'unissent pour encore avoir un poids politique à l'échelle mondiale. Et en réalité, c'était une escroquerie absolument incroyable, puisque en fait, du coup, on a fait consentir aux populations une
des inflations politiques à l'intérieur des différentes nations, mais qui ne s'est pas du tout traduite par un transfert du pouvoir politique au niveau européen, mais au contraire par sa disparition. Et puis d'autre part, l'Union européenne qui d'un côté permet de liquider entièrement la politique pour laisser uniquement les choses être gérées par les différents intérêts économiques, est également un grand vecteur de destruction des derniers restes d'économies traditionnelles et locales qui pouvaient encore subsister sur le territoire européen. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne a été un élément parmi d'autres d'accélération de ce gigantesque et de changement d'échelle de ce gigantesque processus sans sujet dans lequel nous sommes pris. Et au point où nous en sommes, il faut bien remarquer que nous avons perdu la maîtrise de ce processus précisément parce qu'il est devenu trop gros pour être maîtrisé par quoi que ce soit. Et aujourd'hui, au point où nous en sommes, les prétendues instances de contrôle, on met en place sont des instances pour empêcher le contrôle, les instances de régulation sont des instances de dérégulation, les réformes dites structurelles sont en réalité des réformes déstructurelles, etc. Je pourrais multiplier tous ces oxymores qui encombrent l'espace public. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un rapport de plus en plus ambigu, me semble-t-il, à la catastrophe, que nous voyons venir, parce que d'un côté, justement, ce processus est devenu tellement massif que son écroulement sera également extrêmement massif et qui va produire des dégâts absolument colossaux. Bon, c'est ce qui fait qu'effectivement, par rapport à cette catastrophe, on ne peut qu'être ressentir de la peur. Mais d'un autre côté, cette catastrophe, d'une certaine manière, nous paraît la seule possibilité qui nous soit laissée de nous extraire du processus dans lequel nous sommes embarqués. Puisque à partir du moment où le processus est devenu suffisamment massif pour que nous ne puissions plus le contrôler, en fait, la seule manière d'en sortir, c'est que le salut ne peut venir que du processus lui-même lorsqu'il s'effondre. Et voilà, je n'ai pas le temps de le faire, mais on pourrait développer énormément, donner énormément d'exemples de ce rapport ambigu, de plus en plus ambigu que nous avons à la catastrophe en tant que figure de l'anéantissement, mais peut-être aussi figure du salut. Et je terminerai sur juste ces quelques mots. Il me semble, moi, voilà, je vous livre uniquement mon avis sur la question, et vous pouvez tout à fait le trouver non pertinent. Hein. Mais pour moi, l'enjeu principal aujourd'hui, c'est de se préparer à l'effondrement du système, en tant que, j'appelle système, ce qui a été décrit comme règne sans partage de la pensée dite économique. On ne peut absolument rien attendre de la pensée économique aujourd'hui de ce point de vue-là, puisque l'économie actuelle, j'en donnerai juste un exemple, l'économie actuelle a le souci permanent de l'optimisation, alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faut avant tout chercher, ce n'est pas à optimiser l'efficacité des choses, c'est à optimiser leur robustesse. Puisque quand on a devant nous des périodes qui vont être extrêmement difficiles à traverser, justement, ce qui compte, ce n'est pas, si vous voulez, d'avoir l'optimisation qui correspond aux périodes où tout va bien, mais c'est d'avoir des choses qui sont capables de résister. L'économie actuelle également est toujours fondée sur une logique de l'exploitation, exploitation des autres et exploitation de la nature, alors que ce qu'il faudrait rechercher, ce sont des rapports équilibrés à la fois avec les autres et avec la nature. Et là, de ce point de vue-là, il serait tout à fait essentiel de redéfinir ce qu'on appelle barbarie et civilisation en ces termes-là. C'est-à-dire comprendre que, justement, le système tel qu'il s'est développé depuis quelques siècles s'est donné comme la civilisation par rapport aux autres cultures qui étaient vues comme barbares, alors que si on définit la civilisation comme précisément la faculté à vivre de manière équilibrée avec les autres et avec son environnement, eh bien, on voit que notre prétendue civilisation est une des plus barbares qu'on puisse imaginer, et que la civilisation, c'est tout à fait
c'est tout à fait autre chose. Alors, justement, se préparer à l'effondrement, comment cela peut-il se produire? Eh bien, enfin, moi, alors encore une fois, je ne veux disqualifier aucun des efforts qui sont faits à tous les niveaux, mais il me semble que justement, il y a quand même un gros problème à penser que ça soit au niveau global que l'on va trouver des solutions, alors même que c'est cette forme de globalisation qui entraîne la situation, qui produit la situation dans laquelle nous sommes. Il me semble que ce sont beaucoup plus des actions à des niveaux inférieurs, différents types de localités qui peuvent nous préparer à cet effondrement, parce que précisément quand le système global s'effondrera, il n'y aura que les choses à une échelle raisonnable qui pourront présenter ces caractéristiques de robustesse qui me semblent aujourd'hui les plus importantes. Des initiatives qui sont prises en Angleterre, par exemple sur les villes en transition, des choses comme ça, là, de ce point de vue-là, me semble intéressante. Et c'est pour ça que la question, pour terminer sur la question qui était posée sur l'écologie politique par rapport à l'économie, je pense que le contexte aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, fait que de toute façon, ça ne peut être que l'économie qui domine, et que l'écologie politique reste quelque chose soit de complètement marginal, soit de quelque chose qui devient un appendice du système économique pour lui permettre de continuer encore un petit peu. Mais en revanche, je pense qu'à moyen terme, disons, le paysage va changer radicalement et que c'est à ce changement de paysage qu'il convient de se préparer. Bien, merci beaucoup Olivier pour cet exposé. Donc, si je vous résume un petit peu avant de passer la parole à Philippe Frémaux, pour sortir de la barbarie, il faudrait finalement sortir de l'orthodoxie, de l'économie orthodoxe, comme on le dit souvent par opposition à l'économie hétérodoxe, et donc optimiser la robustesse de nos décisions, mais également, je veux dire, la justesse. Et je retiens aussi dans ce que vous avez raconté l'impératif d'engager des changements crédibles qui soient, si je vous cite, radicales et non pas que cosmétiques. Donc finalement une critique qui soit aussi une critique en acte, qui ferait un peu appel à l'opiniâtreté qui était évoquée ce matin. Et donc sur ce point, je suis ravie de vous présenter Philippe Frémaux, qui va nous parler peut-être de critique en acte, c'est-à-dire celles qui finissent par percoler la recherche qui finit par percoler aussi un peu les mesures publiques. Donc Philippe Frémaux, vous êtes formé à l'économie, aux sciences politiques, au droit, vous avez été également enseignant en sciences économiques durant un temps, vous êtes journaliste pour le journal Le Monde. Depuis 1983, vous êtes journaliste pour Alternative économique, vous en avez été rédacteur en chef, puis désormais depuis 2012, éditorialiste. Vous avez dirigé de nombreuses missions d'études et de conseils, notamment au sein du bureau d'information et de prévision économique. Enfin, vous êtes délégué général de l'Institut pour le développement de l'information économique et sociale, l'IDIES, et le président de l'Institut Veblen pour les réformes économiques. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, mais notamment Transition écologique, mode d'emploi, donc on a évoqué un petit peu ce matin ces questions-là, paru en 2014, et dans lequel vous défendez l'idée que pour engager finalement la transition écologique, il ne s'agit pas simplement de verdir le système actuel, bien sûr, mais d'adopter un nouveau modèle économique et social qui romprait notamment avec la dictature du PIB. Donc un modèle qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, mais aussi de vivre ensemble. Donc l'objectif d'une société plus soutenable, plus robuste, vous travaillez, si je puis dire, depuis un petit moment. Vous avez notamment publié en 2011 aussi un ouvrage sur l'économie sociale et solidaire, La nouvelle alternative, enquête sur l'économie sociale et solidaire. Je ne m'appesantirai pas trop dessus. Mais aujourd'hui, vous allez... Très bien. Nous allons avoir aujourd'hui, si j'ai bien compris, la primeur surtout de quelques conclusions d'un rapport que vous avez conduit, notamment mené par l'IADES et soutenu par la FEP, et qui sortira, sauf erreur de ma part, début octobre, c'est-à-dire en parallèle du dépôt de projet de loi de finances. Et ce rapport vise à présenter de nouveaux indicateurs de richesse
tels que les indicateurs d'inégalité, de qualité de vie ou de développement durable. Et cette publication fait suite à l'adoption au Parlement en avril dernier de la proposition de loi de députée Eva Sas, qui visait donc à proposer et à rendre compte de ces nouveaux indicateurs dans la définition des politiques publiques. Alors, c'est pour ça que je disais une critique en acte. La critique de l'insuffisance du PIB existe depuis les années 90, portée notamment par des chercheurs, Dominique Méda entre autres. Mais ce qui est notable, c'est que ces éléments de recherche critiques ont finalement, comme je le disais, percolé le débat public. Et donc, peut-être que vous allez nous en dire un peu plus. Oui, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Alors, c'est vrai que quand Alice m'a appelé il y a une semaine pour parler de cette table ronde et que j'ai su avec qui j'allais être, je me suis dit, oulala, bon, que fais-je avec ces moyens intellectuels? Et en fait, en vous écoutant, d'abord, j'ai à peu près tout compris ce que vous avez dit, et ensuite, j'ai mieux compris pourquoi j'étais là. Puisque, d'un certain point de vue, même si c'est quelque chose d'extrêmement modeste, ce dont on va parler est une illustration en acte de beaucoup de choses dont vous avez parlé. Je fais un petit commentaire d'abord qui m'est venu à l'esprit en vous écoutant, c'est que on n'est pas uniquement dans des débats intello, là. On est dans des réalités politiques extrêmement concrètes. On voit bien, même si la Fondation n'a pas à se mêler des affaires du parti, qu'un des problèmes majeurs qu'a aujourd'hui élevé, j'en parle d'autant mieux que je n'en suis pas adhérent, bien qu'étant un de ses électeurs fidèles, c'est d'arriver à se positionner dans le champ politique au-delà de ce qui étaient les échelles de positionnement et de valeur héritées de la période où l'économie a été dominante. On voit bien qu'être plus à gauche, plus à droite, plus ceci, plus cela, reste étalonné par rapport à un système de référence qui en grande partie est le système de référence hérité de la période antérieure. Alors que précisément, la position même de l'écologie politique devrait être de dynamiter ces vieilles échelles pour se positionner dans un au-delà qui soit un au-delà du futur désirable. Et on voit à cela à quel point c'est difficile. Et l'actualité nous l'a rappelé ces dernières semaines. Alors, justement, ce dont je parle aujourd'hui, c'est une petite lueur d'espoir, puisque effectivement ce rapport s'inscrit, il nous est venu à l'esprit de le faire, à mesure où on suivait depuis longtemps ces débats, aussi bien à l'IDS qu'à la Fondation et à l'Institut Veblen. Et donc, quand Eva Sas a déposé sa proposition de loi et qu'elle a été adoptée, on s'est dit, on va faire quelque chose là-dessus cette année. Alors, la proposition d'Eva Sas, elle est simple, hein, elle impose au gouvernement, en parallèle avec le projet de loi de finances, c'est en parallèle, hein, c'est pas inséré dans le projet de loi de finances comme elle l'espérait initialement, de présenter de nouveaux indicateurs de richesse, et notamment dans le domaine des inégalités, de la qualité de vie et du développement durable. Et l'article unique de la loi prévoit une évaluation qualitative ou quantitative de l'impact des principales réformes engagées l'année précédente et envisagées pour l'année suivante, notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces indicateurs et de l'évolution du produit intérieur brut. Bon, quand même. Mais l'idée, effectivement, c'est d'introduire des indicateurs enrichis sur de nouveaux sujets pour évaluer l'action publique et donc évidemment la réorienter. Alors, ce rapport qui a été fait essentiellement par Géraldine Thierry et Adeline Guéret, auquel il faut rendre hommage aujourd'hui, donne d'abord un petit récit sur qu'est-ce qui explique ce qui a été la place centrale du PIB dans les décennies d'après-guerre. On ne va pas revenir dessus. On sait qu'il a commencé à buter dans les années 70 sur trois questions majeures. Le fait que dans une situation de croissance ralentie, et pour les raisons que vous avez dites, les plus puissants arrivaient à capter une part croissante des richesses, la question des inégalités est redevenue centrale dans le débat social, que d'autre part, on a commencé à prendre conscience des dégâts sur l'environnement au fur et à mesure qui se concrétisaient, et que d'autre part, il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés dès les années 70, qui ont montré que la poursuite de la croissance, même à un rythme ralenti, devenait déconnectée de la progression du bien-être à
travers un certain nombre de panels d'indicateurs qui avaient pu être calculés. Et de fait, les critiques qui se sont développées à partir de ce moment-là sur le PIB sur le PIB et sa croissance comme principal indicateur de la croissance de notre société se sont regroupés autour de trois facteurs qui reflètent ce qu'on vient de dire. D'une part, le fait que le PIB ne dit rien des inégalités, alors que c'est devenu, leur évolution est devenue un enjeu central. La seconde question, c'est que de fait, et là ça renvoie à des choses que vous avez dites, c'est qu'il est complètement prisonnier de la vision économique du monde réel, qui est qu'il ne prend en compte que les activités monétaires ou qui sont évaluées monétairement. Rassurez-vous, il prend aussi en compte la valeur des universitaires, considérés comme produisant une richesse équivalente à leur salaire. Bon, ce qui reste à discuter peut être parfois inférieur, parfois supérieur. On rentre là dans des jugements moraux. J'ai envie de sortir de cette salle en bonne santé, donc je n'en dirai pas plus. Mais surtout, il ne prend pas en compte l'ensemble des activités domestiques, qui sont sans doute parfois faites par des femmes, ceci explique sans doute cela, et puis tout ce qui est bénévolat, entraide. Il faut savoir que le bénévolat dans une société comme la France aujourd'hui, c'est estimé, je m'excuse par les économistes, mais un peu hétérodoxe quand même, à l'équivalent d'1 million d'équivalents temps plein. C'est pratiquement 4% effectivement de ce que produisent les gens qui travaillent dans un cadre monétarisé. Donc c'est quelque chose de très significatif que le PIB ne voit pas, alors que ça produit une contribution au bien-être, évidemment, individuel et collectif considérable. Et puis, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, le PIB ne prend pas en compte ces fameuses externalités, donc toutes les conséquences sur l'environnement de l'activité, notamment, et critique voisine, le fait que c'est d'abord un indicateur de flux, et non pas un indicateur de patrimoine, c'est ce qui intéresse l'économie, c'est ce qui tourne, et du coup, vous pouvez détruire tous les écosystèmes qui sont le fondement même de la vie, ça n'apparaît pas dans le PIB, et on pourrait même dire que quand ce qui était jusqu'à là gratuit devient payant, l'économiste se frotte les mains parce que ça va enfin avoir un prix, et si c'est un économiste écologiste, il se frotte encore plus les mains parce qu'il se dit on va enfin avoir le système de prix qui va permettre de gérer ce problème écologique auquel nous étions durement confrontés. Alors évidemment, s'il s'agit d'une espèce qui disparaît, il est un peu embêté parce que comme on n'est pas capable de la reproduire, comment fixer le prix de cette espèce, S0, S plus l'infini, c'est une question auquel les économistes qui n'ont pas encore compris qu'il n'y avait pas de substituabilité sont encore en train de se creuser la cervelle. Alors, ce qui est vrai, c'est que sur la base de ce constat, tu les as cités, mais il y a de nombreux, en parallèle avec le développement de l'écologie politique, on a vu se multiplier les travaux critiques, ceux évidemment de Dominique Méda, mais je pense aussi à Patrick Vivray, à Jean Gadret, Florence Indicatrice en France, également à l'étranger. Mais c'est vrai que le paradoxe, c'est quand même à l'initiative de Nicolas Sarkozy que la chose a vraiment décollé dans le débat social sur une base transpartisane quand il a réuni la commission dite Stiglitz, qui réunissait un certain nombre de prix Nobel d'économie, donc Stiglitz lui-même, mais aussi Amartya Sen, et de toute une série d'économistes extrêmement reconnus, et donc qui ont fait des travaux en chambre, mais qui de fait ont donné une visibilité, ça c'était une visibilité importante à l'idée que le PIB ne pouvait plus être le seul étalon de mesure du problème de notre société. Et en parallèle, vous avez eu en France la création du Forum pour d'autres indicateurs de richesse, par tous ceux qui travaillaient depuis longtemps sur ces questions et qui étaient assez critiques sur les travaux de la commission Stiglitz, même si Jean Gadret avait été amené à y participer, le faire ayant son site hébergé par l'IDS, par l'association. Alors, ça a eu quand même quelques effets. Bon, on ne peut pas dire que Sarkozy soit vraiment saisi des conclusions de la commission, mais ça a eu quelques effets, parce que ensuite vous avez eu la production d'indicateurs de développement durable par le Conseil économique, social et environnemental, et puis après l'élection de Hollande, quand il a confié à France Stratégie le nouveau nom du commissariat à la prospective, la stratégie à la prospective, un travail sur la France dans 10 ans, il en est ressorti une vision tout à fait productiviste et croissanciste, mais en même temps qui réalisait quand même que les questions d'environnement allaient sans doute prendre de l'importance dans les années à venir. Donc France Stratégie a commencé à réfléchir sur une pluralité d'indicateurs, et quand Eva Sass, après avoir fait une première proposition qui restait en échec en décembre 2013 parce qu'elle était trop ambitieuse, elle
voulait modifier la loi d'orientation sur les lois de finances, c'était trop gros. Elle est revenue à la charge avec une proposition plus modeste, avec l'accord du gouvernement, et donc cette loi a été votée à l'unanimité, et donc France Stratégie et le CES se sont mis à travailler ensemble, et ils ont défini un panel de 10 indicateurs sur lequel un rapport doit être rendu donc début octobre. Alors, c'est une première étape qui est assez intéressante, puisque de fait, ça marque quand même une certaine sortie de la centralité totale du PIB. Alors, elle a beaucoup. On a fait dans le rapport un examen critique des indicateurs qui sont proposés. Certains nous semblent intéressants, parce que de fait, pour la première fois, il y a une reconnaissance officielle que la question des inégalités est une question qui est au cœur de l'évaluation de la qualité de l'action publique. Il y a des indicateurs de développement en matière écologique qui sont les bons indicateurs qu'on pouvait retenir, d'autres sont plus discutables. Bon, on a certaines critiques par ailleurs. Ça se fait dans un contexte qui est un contexte acceptable par le logiciel dominant. C'est-à-dire que le but, officiellement, c'est des indicateurs complémentaires du PIB. Et dans le discours de France Stratégie, il s'agit d'améliorer la qualité de la croissance. Bon. Donc on n'est pas dans une position radicale post-croissanciste qu'on pourrait appeler de nos voeux, hein, c'est clair. Mais dans le même temps, je pense, pour bien connaître une partie des personnes qui ont été à l'origine de ce travail, quel était leur logiciel intellectuel il y a encore 3 ou 4 ans, je pense qu'ils ont déjà franchi une petite étape, et c'est une bonne nouvelle. Alors, évidemment, il faut aussi soumettre ces indicateurs à un examen critique, donc c'est ce qu'on fait dans le rapport, et puis il fallait aussi formuler un certain nombre de recommandations, de conclusions, sur lesquelles, pour terminer cette intervention, je vais revenir, en constatant d'une part que le travail qui a permis d'élaborer ces indicateurs est un travail qui est légitime. France Stratégie a fait un boulot d'expertise, c'est son job, hein, avec une certaine consultation un peu top-down, mais enfin quand même, il y a un processus de consultation. Ensuite, ils ont été travaillés avec le 16 et il y a eu un vote du 16 pour les valider, donc qui a quand même une certaine légitimité en tant que troisième assemblée de la République. Et puis il y a eu un certain travail de consultation au niveau de la société. Bon, alors tout ça a manqué de moyens, ça aurait pu être mieux fait, mais disons qu'il faut éviter de procès d'intention, de dire ça a été bâclé. Il y a quand même un bon travail, il y a des gens qui s'en sont saisis aussi bien à France Stratégie, le Conseil économique et social et environnemental, sont plutôt des gens qui étaient bien disposés à l'égard du projet. Alors en revanche, ça nous donne l'état de ce que pense France Stratégie et le Conseil économique et social et environnemental à un instant donné. Et donc, il est clair que pour avoir de la comparaison dans le temps, il faut que les indicateurs aient toujours une certaine stabilité, mais dans le même temps, on est au début d'un processus, et l'ensemble de nos concitoyens doivent être associés à la définition de qu'est-ce qui compte vraiment, et donc il faut prolonger le processus de consultation, l'élargir, les processus de consultation citoyenne, notamment au niveau des territoires. De ce point de vue-là, l'expérience de ce qui s'est passé dans le Nord-Pas-de-Calais est intéressante, et on aurait pu en parler. Donc, il faut que ce travail soit soumis au débat et ça continue. Il y a une seconde chose qui est importante, qui peut apparaître assez technique, mais qui en fait ne l'est pas du tout. C'est qu'une partie des indicateurs pertinents sont aujourd'hui des indicateurs qui sont publiés de manière irrégulière et très souvent avec beaucoup de retard. Quand vous voulez connaître l'empreinte carbone effectivement de la France, le dernier chiffre que vous avez, c'est 2010. Bon. C'est difficile de juger des effets d'une politique publique en régime d'annualité budgétaire si généralement vous allez avoir des résultats qui concernent le quinquennat précédent. Bon. Donc on est dans une société qui est capable de sortir l'évolution du dernier trimestre pour le PIB un mois après la fin du trimestre, qui est capable de calculer l'évolution des prix une semaine après la fin du mois. Je veux dire, les arguments qui sont avancés, je ne veux rien dire sur les inégalités et les questions environnementales, parce que ça suppose des calculs, sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Je veux dire, les statisticiens sont tout à fait capables de faire des travaux d'évaluation avec des hypothèses, quitte à les rectifier après, mais qui permettraient en tout cas que la connaissance de la transparence sur l'état de notre société soit en phase avec le temps de la décision politique.
Alors, la troisième chose qui me paraît importante, c'est de dire qu'il importe aussi que les travaux qu'on fait, ça peut paraître contradictoire avec la première revendication qu'on a formulée, mais bon, il s'agit de faire converger tout ça, doivent être convergents avec ceux qui sont menés dans d'autres régions, d'autres pays, de telle manière que ça permette une certaine communautarisation, notamment au sein de l'Union européenne, même si pour l'instant tout ça est encore assez balbutiant, et de ce point de vue-là, il serait bien que les parlementaires nationaux, français notamment, se rapprochent des parlementaires européens qui sont investis dans tout ce qui se passe dans les initiatives Beyond GDP au niveau communautaire. L'autre revendication qu'on peut porter, c'est que de fait aujourd'hui, ça a réussi à obtenir que sa proposition soit votée en la cantonnant dans une sorte de petit supplément cosmétique à la loi de finances. Et la loi de finances, ça reste les choses sérieuses. Et d'ailleurs, c'est pas le moindre des paradoxes que de voir que dans la LOLF, il y a toute une batterie d'indicateurs qui ne sont pas réellement discutés à l'Assemblée, ce qui est à la table d'ailleurs, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont tout à fait intéressants, mais on pourrait penser que cette loi aurait plus de poids si demain elle était intégrée au processus même législatif d'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale également. Le dernier point ensuite, c'est que si on peut effectivement se réjouir de cette publication d'indicateurs de richesse complémentaires, il y a un risque évident, et là ça dépend aussi de notre mobilisation à tous, c'est que le gouvernement se satisfasse du fait qu'il a voté cette petite loi, que c'est un petit gadget qu'il a donné, et qu'ensuite, effectivement, comme vous le disiez, on retourne aux affaires, au business as usual, maintenant qu'on a donné son os à ronger à cette sympathique députée écologiste. Et c'est vrai que ça n'a de sens que si, effectivement, ça a une influence sur la décision politique. Alors l'espérance, effectivement, c'est que si demain on a des indicateurs qui nous montrent que, notamment, par exemple, sur le carbone, la situation ne s'améliore pas de manière significative et rapidement, ça influe en retour sur les politiques publiques, mais ça suppose à ce moment-là aussi que le gouvernement et le Parlement s'en saisissent, et ça suppose aussi que l'ensemble de ceux qui nourrissent l'opinion, et donc de ce point de vue-là, aussi bien les médias, le système éducatif, la communauté universitaire, à commencer malheureusement par les économistes, s'en saisissent, sachant qu'il faut une grande responsabilité du fait évidemment de leur influence sur la formation de l'opinion. Donc c'est participer largement à entretenir la centralité du PIB et de sa croissance comme un indicateur de problème de notre société, et c'est difficile pour eux de s'en départir, et c'est un combat évident au sein même de la sphère des économistes et auquel nous appelons depuis longtemps avec un succès mitigé, il faut bien en convenir. Voilà, donc la conclusion de ce rapport, c'est d'appeler à un débat renouvelé sur l'économie, dans un contexte où c'est clair que le retour à une croissance forte n'est ni souhaitable ni possible, et donc il faut changer les finalités comme les critères d'évaluation de l'action publique, mais on n'y arrivera pas sans un débat de qualité auquel je vous appelle tous à participer. Voilà, merci. Dès à présent, je passe la parole au public, s'il y a des gens, des questions. Donc 1, 2, 3, 4, première salle. Bonjour, citoyen Landa. Je voudrais revenir sur cette idée de mobiliser la peur pour une autolimitation. Ça me paraît à la fois dangereux et pervers, dans la mesure où mobiliser la peur, c'est aussi donner des ailes à ceux qui veulent promouvoir une société du risque, avec tous les débordements que ça peut impliquer dans un système libéral, qui aura intérêt à donner de la valeur à ces risques en intégrant des accidents de plus en plus graves, voire Fukushima, pour ne prendre qu'un exemple. Et le deuxième point sur lequel c'est dangereux aussi, c'est que ça peut aussi promouvoir ces travaux sur la résilience qui finalement, dans le système, ne viseront qu'à montrer que finalement la Terre s'en sortira toujours. Donc, je pense que cette notion, cette peur, c'est quelque chose d'un peu dangereux à manipuler. Cochet, militant écologiste. Alors, j'ai une double question, une peut-être à Danilo, l'autre à Olivier Ray. En ce qui concerne les limites, vous avez dit l'économie, essaie
d'entretenir un imaginaire de l'impossible, et c'était une période, c'était de la rareté, de s'arracher à la misère, à la pauvreté, à la disette, à la faim, que sais-je. C'est pas tout à fait le discours qu'on a, au moins depuis une cinquantaine d'années. C'est au contraire le discours de la consommation de masse, de la production de masse, et de la jouissance, disons, matérielle, donc qui n'est pas un discours du tout de la limite, mais un discours plutôt de l'illimitation. On peut tout faire, certains vont très loin, bien sûr, les trois humanistes, ils vont encore beaucoup plus loin que ça, mais enfin, c'est quand même un discours beaucoup plus, entre guillemets, positif, et même maintenant, on voit que non seulement on peut tout faire par la jouissance matérielle, mais même on peut tout faire en tant que corps économique, puisque on peut se réaliser dans le travail. Le marxiste disait ça un petit peu aussi, même si on était exploité quand même une sorte d'émancipation dans le travail. Eh bien, c'est pareil, l'économie cognitive, disons, voilà, maintenant on devient responsable soi-même de son bonheur dans le travail, même en tant que salarié. Bon. Donc là, il y a peut-être une nuance par rapport à votre discours. Enfin, deuxième question, si j'ai le droit, Madame la Présidente. Monsieur Ray, alors vous présentez les choses, je dirais, d'une manière un peu gradualiste, en disant, bon, il y a une contradiction. D'une part, c'est foutu, on ne peut pratiquement rien faire, puisque, comme disait notre ami Serge Latouche, voilà à peu près une trentaine d'années, dans son petit livre L'occidentalisation du monde, on est maintenant face à une globalisation qui est un automate qui n'a plus de contrôle central, plus de conducteur, on n'est pas dans la gouvernance, ou même dans la cybernétique, ou même il y a dans la cybernétique, comme le dit le mot, eh bien, il y a une sorte de gouvernail, sinon de gouvernance. Donc ça marche tout seul, c'est emballé, plus personne ne peut être au centre de cette chose-là. Et donc, il n'y a qu'une solution radicale qui peut nous en sortir, mais à l'intérieur, on n'y arrivera jamais, sauf que les solutions radicales ne sont pas crédibles, non seulement en tant qu'utopie vaguement souriante, encore que, mais même en tant que chemin de transition, il n'est pas crédible. Alors, c'est cette pensée que j'appelle peut-être un peu, critiquant légèrement, gradualiste ou continuiste. C'est une pensée qui voit l'histoire comme une succession, disons, incrémentale de petits progrès, où petit à petit on va s'en sortir. Il y a des crises, mais justement on va sortir de la crise, le mot lui-même le dit, après, pas tout va redevenir comme avant, ça sera peut-être encore mieux. Mais il y a une autre vision qu'on peut avoir de l'histoire, c'est comme une succession, au contraire, de catastrophes, de ruptures, de catastrophes dans le sens de René Thom, vous qui aimez les mathématiques, n'est-ce pas, c'est-à-dire où les choses, d'un seul coup, de manière inattendue et impréparée, peuvent changer du tout au tout. Et non seulement les historiens peuvent voir l'histoire comme ça, mais même maintenant les naturalistes aussi. Je pense aux articles de Barnowski ou à d'autres, où on voit que le système Terre, au sens tellurique du terme, peut basculer dans un autre état complètement inconnu. Donc, prochainement. Évidemment, je me garderai bien de dire quand. Et donc, tu veux des prévisions, Catherine? Non, mais c'est justement très qui me semble. Encore que, je suis tenté, mais bon. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que, par rapport à ce que vous disiez vous-même, le fait de dire on n'a pas de chemin de transition crédible, il y a une loi de transition énergétique pour la croissance verte, n'oublions pas le terme total, bon, à laquelle je vois les efforts méritoires de tous mes camarades de l'Assemblée qui ont constaté et essayé de faire des amendements et tout ça, et en même temps, qui a, par exemple, des hypothèses totalement folles, irrationnelles. Je n'en cite qu'une seule pour cette loi de transition énergétique. La grande loi du quinquennat, c'est la grande loi du quinquennat et de Libourpin, eh bien, c'est le fait que, d'une part, en 2050, toujours facile de fixer des objectifs à 2050, on va quand même diviser par 2 la consommation d'énergie, énorme, mais on va doubler le PIB, car la croissance moyenne pendant ces 35 ans, c'est 1,7 ou 1,8 par an, ce qui fait pratiquement le double quand on compose des choses. Alors ça, c'est, à mon avis, ce découplage totalement impossible, c'est même une sorte d'aberration mentale, on pourrait dire, le fait que des gens très sérieux aient voté des trucs comme ça. Bref, je m'arrête, sinon je vais continuer trop longtemps. J'ai deux questions un peu différentes. Par rapport à la dimension confusion des échelles. Éventuellement, est-ce que vous pouvez commenter ou considérer, est-il nécessaire de commenter la place que tiendrait dans cette confusion-là notre penchant pour la démesure, individuelle et collective? Il me semble que tant qu'on n'a pas, et dans le rapport aux nature, tant qu'on n'a pas réfléchi un peu sur
cette capacité qu'on a, après amplifiée par la technologie, je pense qu'on va avoir un peu de mal à trouver le chemin du salut. Et puis je reviendrai sur les choses concrètes de Philippe Frémaux. Il me semble important à ce stade où prolifère en fait réflexion et action sur la mise en place des outils, voire des instruments pour compenser, pour contourner le problème PIB. Et je pense qu'il y a beaucoup de pressions qui démarrent au niveau des institutions internationales et qui vont jusqu'au niveau régional, national et régional pour trouver la bonne solution. Alors pour faire simple, il me semble qu'il y a 3 catégories qui sont en jeu pour après essayer de clarifier si certains de ces outils ou instruments sont plutôt pour accompagner pédagogiquement le changement, et que donc leur impact opérationnel est ce qu'il est, mais pas plus. Ou alors, on a des instruments qui nous permettent vraiment d'accompagner, d'assister la décision politique. Et donc, il y a 3 catégories que j'ai identifiées. Après, il faudrait à un moment donné les comparer, les peser. Il y a les indicateurs et les indicateurs. Il y a la brèche dans laquelle s'engouffre essentiellement le monde anglo-saxon avec la quantification, voire la monétarisation des services écosystémiques. Et puis il y a la 3e catégorie qui me plaît intellectuellement et qui essaye d'utiliser les mêmes concepts et les mêmes outils que le système en place. Je ne vais pas m'attarder, mais je préciserai qu'ils réfléchissent à mettre en place une comptabilité environnementale. Est-ce qu'on peut aider la réflexion collective pour dire comment est-ce qu'on fait pour, à un moment donné, trouver la bonne combinaison de ce qui permet peut-être de faire à la fois la pédagogie, mais aussi de pouvoir accompagner techniquement, opérationnellement, la prise de décision. Oui, toujours Vanessa Géron, toujours politiste. C'est une question pour Olivier Rey. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Je suis d'accord avec vous sur le constat que la solution ne viendra pas du global et qu'on peut parier rapidement sur Small is Beautiful, mais j'ai une interrogation. On prend l'exemple de l'économie sociale et solidaire, puisque cette table ronde est économique, mais on pourrait aussi s'interroger sur d'autres thématiques. Si les petites initiatives, pour faire vite, si les petites initiatives accumulées permettaient justement de faire cracher le système, il me semble que ça aurait été le cas depuis un moment, non? Ou est-ce qu'on a raté un épisode? Parce que des petites initiatives, il y en a plein. Il y en a toujours eu plein, plus ou moins radicales. On a eu dans d'autres colloques, d'autres interrogations sur est-ce que Alternative à maintenant, c'est plus ou moins radical que autre chose dans les années 68 ou 70, etc. Bon, moi j'ai quand même une question là-dessus, c'est les petites initiatives, oui, mais quid de l'essaimage? On parlait ce matin dans la table ronde avec Jean-Philippe de la question des régions. Faire de l'économie sociale et solidaire dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas en faire en Bourgogne, c'est pas en faire en PACA, c'est pas en faire à Nantes. On n'a pas les mêmes histoires de territoire, on n'a pas les mêmes sociographies de territoire. Donc voilà, est-ce que vraiment les petites rivières font le grand fleuve? Et si oui, à quelles conditions? Parce que là, alors, les conditions ne doivent pas être tout à fait réunies, ou alors ça va arriver bientôt et on va tous pouvoir se réjouir. Bonjour Antoine Lavaille. Je suis un peu désolé d'intervenir par rapport au premier intervenant, je suis en désaccord absolument total avec ce qu'il a raconté. Toutes mes recherches montrent que ça ne tient pas la route. Donc les 4 fonctions, alors je vais essayer de dire 2-3 trucs. Et la définition de l'écologie comme nouvelle ère, je ne crois pas du tout. Comme c'est une question centrale, je propose une définition. Bon, moi je travaille à partir des travaux de Dumézil, qui est la seule personne qui n'a pas été contestée, qui a montré qu'il y avait 3 fonctions qui étaient consubstantielles à l'humanité, à partir desquelles on a généralisé ça dans des travaux que je ne vais pas citer. La fonction sacrée, la fonction guerrière, la fonction de production. Donc une fonction, on va dire, dans laquelle le religieux est inscrit, une fonction dans laquelle le politique est inscrit, une fonction dans laquelle l'économique est inscrit. Donc ces 3 fonctions, elles vont toujours coexister. Donc l'écologie, en aucun cas,
va remplacer ça. L'écologie sera une capacité à considérer des logiques simultanément présentes de cet ordre-là, un peu comme la physique quantique, et qui est une superposition d'états. L'écologie n'a aucune vocation à se substituer ni aux religieux, ni aux politiques, ni à l'économique. Déjà, donc là, c'est vraiment un désaccord, mais extrêmement important. Donc, pour moi, les trois fonctions, et ça, c'est des recherches, je n'ai pas le temps de développer, tracent les rapports à l'impossible, à la négantropique, c'est-à-dire au vivant, et au visible, à l'invisible. Donc, la question de l'impossible traverse tout. Il y a un colloque qui était à la très grande bibliothèque de France l'année dernière sur la physique et l'impossible avec Colin Tanucci. Donc, l'impossible est une question qui est toujours présente, y compris dans l'économique aujourd'hui. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Cochet, c'est pas il y a des impossibles dans les structurants, il y a des impossibles partout. La question, c'est comment ils sont. Comment hein? L'imaginaire est consumériste. Ben, aujourd'hui, l'imaginaire, c'est dire qu'il est impossible de ne pas avoir, de ne pas avoir tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un impossible derrière, qui est la frugalité est impossible, ou je sais pas quoi. Je peux te montrer on pourrait dire qu'il y a des impossibles dans toute. Parce que c'est comme ça, parce que ça fait partie des fonctions. Donc, je terminerai sur une citation pour faire réfléchir d'Alain Cohn, qui est quand même un mathématicien que je considère comme assez important, qui a fait des débats avec Changeux sur le réel voilé et tout ça, des choses comme ça il y a une vingtaine d'années. Il dit « Le réel physique est la superposition des possibles imaginaires ». Donc on a des mathématiciens qui sont en train d'essayer de redéfinir ce que c'est que le réel, comme l'ensemble, effectivement, des possibles imaginaires. C'est un bouleversement absolument total de nos modes de vie, pour moi, de nos modes de pensée. L'écologie, qui est une discipline d'autorégulation des rapports entre l'homme, la nature, les hommes entre eux, etc., doit se pencher sur cette question et pas prétendre à dominer, mais prétendre à infiltrer tous les domaines. Moi, je pense que ça, c'est une question absolument centrale. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions assez brèves, s'il vous plaît, de manière à ce que nos invités puissent y répondre? Oui, merci. Il y a effectivement une autre question là-haut, je passe le micro très vite. Merci pour cette intervention, mais je crois qu'il y avait peut-être un malentendu entre qui remplace quoi et qui se substitue à quoi et qu'est-ce qu'on proposait dans cette hypothèse. En tout cas, je suis un peu responsable de cette table ronde et je trouve qu'on avait un peu les mêmes craintes, comment on peut passer effectivement d'une lecture en macro en lecture en plus. Et je trouve que finalement, bravo à tout le monde puisque vous avez réussi à faire vraiment une évolution très intéressante. Ma question s'adresse à Danilo Martuccelli, que je salue pour avoir réussi à rendre de façon très synthétique et très très claire votre ouvrage, puisque c'est pas évident, vous l'avez vraiment très bien fait, merci beaucoup. Et moi je suis vraiment intéressée par comprendre comment vous lirez, si vous pouvez un peu dans votre hypothèse de travail dégager quelques éléments. Vous avez dit que c'est une hypothèse, que l'écologie effectivement réussisse à prendre, et la pensée écologique, et je pense aussi l'action écologique, puisque vous ne dissociez pas ça, enfin ce n'est pas l'écologie en tant que discipline qui va remplacer l'économie en tant que discipline, on est bien dans des régimes de réalité. Comment vous lirez effectivement ce dépassement, s'il se produit, ou comment vous imaginez quelles sont les prochaines étapes de ce dépassement de l'économie par l'écologie? Si vous avez quelques conditions qu'il faudrait qu'elles soient remplies dans un cadre démocratique si possible, puisqu'on a effectivement parlé d'action aussi et de comment effectivement on fait face. Et puis je me rallie effectivement à la question de tout à l'heure sur la peur, mobilisée par la peur, comporte des risques. Et pour traiter souvent et pour discuter souvent de ce sujet, quelque part, discuter de la peur fait peur aussi, donc les gens sont en retrait et surtout, ça peut paralyser dans l'action. Donc, est-ce que vous avez peut-être d'autres éléments là-dessus? Merci. Je vous remercie et je remercie les trois intervenants. Il me semble que Philippe Frémaux a bien posé des problèmes concrètement, ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qui est fait, ce qui est possible, il y a toujours le risque, effectivement, et ça a été dit par l'intervenant précédent, que des questions écologiques, par exemple l'économie écologique,
soit intégrée au système global comme une roue de secours. Ça, c'est un risque permanent, mais qu'il faut courir. Ma dernière remarque, et j'y tiens, je suis en désaccord absolu avec le premier intervenant qui nous a présenté une succession dans l'histoire là, qui, à mon avis, ça ne tient pas debout. Et j'en prends pour preuve concrète, c'est que l'intervention la plus pertinente qu'on ait eue en 2015 sur ces questions-là, elle vient précisément d'une autorité ecclésiastique qui n'est autre que le pape François. Si vous lisez attentivement l'encyclique qu'il a publiée, on a une réponse où on a des éléments d'analyse qui coïncident très précisément avec toutes les questions les plus urgentes qui se posent aujourd'hui à nous et à l'humanité. Donc là, on vit dans une perpétuelle superposition de ces différents volets qui ont été présentés comme devant se succéder dans l'histoire. C'est, je crois, très important, et ça remet en cause aussi l'idée que... Alors, je suis tout à fait d'accord avec le fait que des petites transformations, à travers notamment les initiatives de l'économie sociale et solidaire, peuvent entraîner des changements. Jusqu'à présent, on ne l'a pas vu, sauf peut-être aveuglement de ma part, et ça nous met en évidence le fait que des interventions par en haut, telle que celle que je viens de citer, à laquelle on ne s'attendait pas du tout, moi personnellement, j'ai complètement hors mes préoccupations, peuvent faire bouger les choses énormément. Voilà. Qui veut répondre peut-être? Je crois que Philippe avait une question avant de procéder aux réponses. C'est juste une remarque, mais plutôt qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant tous les deux, c'est qu'il y a une difficulté qu'il y a en française, qui est qu'on emploie le terme économie aussi bien pour renvoyer à la réalité de l'économie, c'est-à-dire ce que les anglo-saxons diraient the economy, et pour évoquer aussi la théorie économique, la science économique, comme discours, qui est aussi un discours qui est un discours de griot, de conseiller du prince, qui est un discours qui se veut performatif. Et les Américains des economics. Et c'est clair qu'on est dans deux ordres différents. Et du coup, il y a toujours une petite ambiguïté quand j'écoute des gens formuler une critique de l'économie, parce qu'on sait très bien que l'économie réelle, si elle fonctionnait, imaginons une entreprise qui fonctionnerait une minute selon les termes de la théorie orthodoxe, elle fait faillite dans la seconde qui suit, je veux dire. Une vraie entreprise, c'est forcément quelque chose où il y a de la coopération, où il y a du temps, où il y a des relations qui ne sont pas uniquement des relations contractuelles fondées sur l'optimisation par chaque individu de sa situation. Et on peut dire ça, y compris de l'économie néolibérale, la plus néolibérale qui soit. Je veux dire, elle est forcément ancrée dans la société, dans la politique, voire même dans le sacré. C'est en ça que le débat est un peu décalé, parce que moi j'ai pas entendu, j'ai bien compris, j'ai pas entendu votre intervention comme idée de la substitution d'un ordre par un autre, mais par le fait qu'il y a un nouvel ordre qui vient modifier effectivement la hiérarchie et le rapport que l'humanité se met à avoir à la réalité sociale dans laquelle elle vit. Je viens dire un mot sur les choses qui m'ont été adressées. En fait, pour ce qui est de la vision incrémentale de l'histoire contre une version rythmée par des catastrophes et des changements de régime, moi ce que je voulais dire simplement, c'est que précisément il me semblait que ce qu'on en avait devant nous, c'était un changement de régime qui allait s'opérer, mais que précisément ce changement de régime est quelque chose qui va s'imposer à nous et pas quelque chose qui va être le résultat
d'une décision. Ce que je voulais simplement dire, c'est que justement pour passer à ce nouveau régime, on voit bien que le chemin, moi c'est le sentiment que j'ai, ne sera pas de type incrémental, qu'à un moment donné, précisément, il va y avoir des changements assez brutaux et assez colossaux. Et ce que moi je disais, c'est que je ne pense pas non plus que ce sont les initiatives locales telles qu'elles se développent aujourd'hui, qui sont très estimables, qui feront véritablement changer les choses. Moi, avec très grande inquiétude et angoisse même, c'est que quand le changement de régime va s'opérer, les dégâts vont être très grands, il va y avoir une très grande souffrance, des très grands désarrois, et que politiquement, ça peut donner des choses absolument monstrueuses. Et qu'à ce moment-là, il sera extrêmement important qu'il y ait le maximum de personnes qui, au lieu de céder au désarroi et à se précipiter vers n'importe quelle solution terrible qui pourra leur être proposée, soient capables précisément de prendre la situation non pas comme une occasion d'être submergé par le désarroi et donc d'accepter n'importe quoi, mais au contraire de le saisir comme une occasion de passer à autre chose. Et à ce moment-là, ces initiatives locales qui, aujourd'hui, je suis bien d'accord, les petits ruisseaux ne font toujours pas les grandes rivières, en fait, ces petits ruisseaux, en revanche, dans ces nouvelles conditions, peuvent être les foyers d'organisation qui empêchent précisément d'éventuelles solutions monstrueuses et globales de s'imposer. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais de préparation, c'est-à-dire que les critiques qui sont faites autour de ces initiatives locales en disant ouais, elles ne changent pas le monde, mais quand le monde changera, en revanche, à ce moment-là, elles pourront s'avérer extrêmement importantes pour éviter des dérapages qui peuvent être terribles. Et puis juste un petit mot sur, puisqu'il était question là de la limite, moi j'ai personnellement beaucoup aimé cette manière de présenter les choses à partir de l'impossible, parce que c'est un problème humain absolument fondamental, alors que les animaux ont des instincts, ils ont de l'énergie, mais leurs instincts leur disent comment utiliser leur énergie, alors que les êtres humains ont des pulsions, donc en fait, voilà, ils ont de l'énergie qui les pousse à faire, mais comme ils ont très peu d'instinct, finalement, ça peut partir dans n'importe quelle direction, et c'est pour ça qu'il y a tout le travail, ce que Freud appelait la Kulturarbeit, le travail de la culture, c'est précisément de faire en sorte qu'au lieu de donner n'importe quoi, ça donne quelque chose qui tienne debout. Il y a une très belle définition de l'humain qui est donnée par Albert Camus dans son dernier livre, Le Premier Homme, où il dit « un homme, ça s'empêche ». Et justement, c'est une manière de dire qu'on accède à l'humanité aussi par la fixation d'un certain impossible, de ce qui n'est pas possible de faire. Et là, c'est quand même ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est quand même les ravages terribles qui ont été infligés aux sociétés humaines par un développement incontrôlé de la théorie libérale qui précisément récuse l'idée même de limite, et en disant, chez Mandeville, on voit ça au tout début du XVIIIe siècle, c'est arrêter de contraindre les gens, laisser les faire tout ce qu'ils veulent, et c'est de cela que les vices privés feront les biens publics. Voilà, c'est vraiment là. Et de ce point de vue-là, ce qu'on appelle le néolibéralisme, d'un point de vue doctrinal, n'a absolument rien de néo. Sa nouveauté, c'est simplement qu'il est étendu à tout. Mais sinon, autrement, du point de vue de la doctrine, tout est déjà là au début du XVIIIe siècle. Sur la remarque qui vient d'être faite, oui, bien sûr, l'économie, il y a toujours ce problème entre les faits et la théorie. Et mon discours, il n'y avait rien anti-économique dans ce que j'ai dit. Je pense qu'à des égards, la science sociale, l'économie est nettement plus précise et parfois avec une capacité de description des faits qui commence à faire aujourd'hui largement concurrence, c'est que les sociologues vont dire. Ce qui est inquiétant, c'est que nos sociétés demandent à l'économie. Et ce que nos sociétés modernes ont fini pour poser comme exigence à l'économie dans sa capacité à maîtriser ses désirs d'illimitation humaine. C'est cette question qui était abordée dans l'exposé. Je vous reprends rapidement les 4 questions,
4-5 dans le sens inverse. Sur le pape François, je ne sais pas comment vous avez lu son texte, mais il me semble qu'il y a deux choses qui sont décisives. La première, vous serez d'accord facilement là-dessus, il reprend à son compte un ensemble de travaux scientifiques. Quelque part, au-delà du problème de la croyance, il reconnaît que la science moderne a la capacité à énoncer les réels. Et que face à un discours scientifique qu'il constate est désormais hégémonique dans la science contemporaine, il infléchit un regard longtemps qui a été porté dans l'interprétation du texte sacré, la Bible. Et il affirme à ce point de vue que l'idée que l'homme est maître et seigneur de la nature doit être mise en concurrence d'une conception autre, beaucoup plus de sollicitude globale envers la nature. Et deuxième point majeur de ce texte de Pape François, il reprend la question des animaux. Et pour la première fois, il va rendre sacré non pas l'homme, mais les vivants. Il a aussi une inflexion qu'il est difficile de ne pas penser, qui s'est produit dans la pensée chrétienne à l'issue d'une série de débats qui se produisent dans le discours hégémonique de description du réel qui est la science. Et, soyons d'accord, au-delà des croyances que l'on peut avoir ou pas sur l'au-delà et Dieu, à aucun moment le pape revient à une conception des entités invisibles qui interviendraient de manière ordinaire dans les faits du monde contemporain. C'est une relecture de la tradition biblique qui s'inscrit à l'intérieur de l'hégémonie scientifique moderne dans la manière de lire les réels. Et votre affirmation est très intéressante parce qu'il montre bien quel point c'est par l'écologie qu'il y a dans l'encyclique papale la volonté quelque part d'alerter les dangers d'un désir d'illimitation humaine. Il renvoie ça évidemment au problème du péché, au problème du bien et du mal, mais c'est la manière, c'est la meilleure preuve, merci de la question, de montrer à quel point l'écologie commence progressivement dans l'imaginaire de nos sociétés à avoir une logique d'impossible. Deuxième réponse à l'affaire de Dumézil. Je comprends très bien, et je comprends bien votre réaction à l'exposé que j'ai fait. Il était cavalier, j'avais que 15 minutes. Mais je vous signale que dans l'hypothèse que vous acceptez de Dumézil, le modèle ternaire, que d'autres ont repris, pour vous, c'est une espèce d'emprise du réel qui lit l'histoire dans sa continuité. Pourquoi pas? C'est une hypothèse de lecture. Mais on peut aussi penser que les sociétés vont constituer la fonction sociale des cycles à la limite sur des imaginaires différents. Et vous pouvez dire que toutes les sociétés historiques, vous trouvez le modèle ternaire. C'est une affirmation disputée et discutable, mais comprenez bien qu'il y a d'autres manières de penser, la manière dont les tracés et l'institution de l'impossible se produisent au-delà de ces modèles ternaires. Et comme sociologue, une analyse très simple de la vie sociale, ce n'est pas une succession des étapes que j'ai essayé d'attirer l'attention. Je posais une question toute simple. Le problème de l'illimitation est un problème majeur, la démesure humaine. Et les sociétés, non pas les individus, les sociétés, ont fabriqué certaines représentations collectives pour essayer de limiter, contrôler, aller à l'encontre de ces souhaits d'illimitation qui donnent un sentiment de vertige radical à toutes les sociétés. Le plus terrible dans la société, c'est qu'on peut et on a bâti presque n'importe quel monde social sur presque n'importe quel type d'imaginaire. Et lorsqu'on prend acte de cette dimension terrifiante de la vie sociale, le problème de la limite devient un problème majeur. Et la seule question que j'ai essayé d'aborder en disant, cette limite, on l'a construite sur des éléments différents au long de l'histoire. Que vous voulez relire cette succession de modèles qui se chevauchent par une logique ternaire, pourquoi pas? Mais que les choses soient bien d'accord, je ne crois pas que la structure ternaire que vous posez comme une chose d'invariant transhistorique soit véritablement la meilleure réponse historique au problème de la limitation que les sociétés cherchent à elles-mêmes. Mais on pourra se comprendre. Troisième réponse sur la question des fauchistes de l'économie, vous avez profondément raison. Sauf que dans les discours économiques, il y a les deux composants tout le temps. Et je pourrais dire la même chose de la religion, même de la politique. D'un côté, la réalité, la science du pur, et de l'autre côté, un projet qui a été mieux incarné par la science et la technique, d'un progrès illimité. Et bien sûr, l'économie, fille prodigue de la modernité, incarne aussi cette dimension. Tout va devenir possible. Le monde sera toujours milieu dans tes mains, et le progrès, c'est une espèce de schéma qui avance de manière illimitée. Il y a aussi l'autre dimension que nos sociétés demandent à l'économie. De nous dire, par des raisons factuelles, ce qui sera et ce qui ne sera pas possible. Et lorsque vous regardez de manière très concrète les débats publics, ce qui est fascinant, c'est la confiscation de la totalité de l'horizon du possible par les considérations économiques. Tôt ou tard, c'est toujours sur l'économie qui bute toutes les discussions. Et c'est l'économie, en dernière instance, qui nous dit ce qui serait, ce qui ne serait pas possible.
Et c'est cet aspect qui me semble aujourd'hui est en train d'être mis en question par la critique que l'écologie est en train de faire. Et donc oui, on est bien d'accord, les deux éléments vont ensemble, mais ça me semble plus important d'attirer l'attention, non pas sur les progrès et la technique qui peut être associée à l'économie, mais plutôt sur le rôle que nous avons demandé au cœur de la modernité à l'économie. Et lorsqu'on pense à la force de la pensée marxiste dans l'institution de cette impossible économie, on comprend parfaitement à quel point c'est à l'économie que les sociétés modernes lui demandent la capacité extérieure de limiter la propre démesure humaine. Et j'arrive à la quatrième question qui a été posée par Sylvie Moncon et par vous-même. Je suis tout à fait d'accord sur les dangers de mobiliser la peur. On est bien d'accord là-dessus. Autant pour les risques, autant pour les éléments des catastrophes que ça peut produire. Et j'ai fait deux petites remarques et je livre deux questions ensemble. Quelqu'un a dit avec grande justesse que nos sociétés sont capables de penser la catastrophe, l'apocalypse, mais non pas la sortie du capitalisme. Et il y a là quelque chose d'assez profond dans cette logique. Parce que c'est que nous sommes en train de construire au niveau de la catastrophe écologique. C'est une logique dans laquelle on peut penser, comme sociologue, qu'il y a trois composants. Les premiers, je les laisse un peu de côté, c'est les gens fantaisistes, qui pensent à une presse de renouveau radical de la pensée technique. Les projets Singularity, on aura les parasols, on va manger des excréments, les postes humaines et j'en passe. C'est-à-dire les projets fous de la modernité contemporaine. Et il est très fort dans le débat. De l'autre côté, vous avez les gens qui mobilisent la catastrophe, la politique de la peur, la nécessité de faire des mesures radicales, et qui construisent autour de la peur la construction possible de la vie. Comme sociologue, je pense que la solution, pas la solution, mais ce qui va probablement se dérouler, c'est jouer entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire que l'on va avoir des zones d'incertitude, des conséquences écologiques tragiques, des réfugiés climatiques, des conséquences graves, mais ce n'est pas l'apocalypse. Ce sont des contraintes nouvelles écologiques auxquelles on fait face, qui va probablement donner des dictatures politiques, qui va certainement donner probablement des guerres, mais qui est une manière d'affronter la réalité. Et c'est parce qu'il y a entre cette folie technicienne et l'imaginaire apocalyptique de la catastrophe, ces zones d'incertitude qui vont se faire. Et les cynistes de ceux qui pensent qu'on ira en vacances en Alaska, il y aura des puits pétroliers au Mexico, c'est bien probablement cette zone d'incertitude qui va se jouer demain, malheureusement. Et le fait que la pensée critique, la plus intelligente aujourd'hui, dont nous disposons, est en train de construire l'image de l'avenir autour de la catastrophe, me semble une erreur majeure. Comme l'a été hier, lorsqu'on a construit une pensée critique autour du grand soir. On a attendu Godot trop longtemps. Comment sortir de la peur? Frémont l'a dit très bien, je ne pense pas qu'il y ait de solution possible. C'est rendre désirable du futur. Et nous n'avons pas pour l'instant, au-delà des utopies ou des expérimentations, la capacité de nous dire nous voulons ce futur. Et c'est parce que nous voulons ce futur que nous avons à le faire des transformations écologiques et économiques. Mais tant qu'on n'arrive pas à rendre de nouveau désirables les futurs, je dis bien désirables les futurs, on ne pourra pas s'en sortir de la situation avec laquelle on se trouve. Je vais dire un mot très concret parce que j'étais très sensible aux remarques que mon topo peut-être était trop abstrait aujourd'hui. Je prends un biais brutal et fautif, mais prenez-la comme un exemple. La crise des migrants. Au-delà de tout ce qu'on peut dire sur cette situation géopolitique, économique, écologique, etc., il y a un truc qui est frappant, je dirais une dimension humaine de cette problématique. Il y a des gens qui viennent vers l'Europe, qui fuient la guerre, la misère, les désespoirs de ne pas avoir de futur. Qui arrivent à un continent européen dans lequel beaucoup de gens, tout étant conscients des avantages que nous disposons, sont amers, frustrés et pessimistes. Et c'est qu'au-delà de toutes les considérations géopolitiques et économiques, pour lui, la rencontre de ces migrants qui arrivent aujourd'hui, c'est la rencontre de deux frustrations. Aucun, ni ceux qui arrivent, ni ceux qui sont ici, désirent le futur. On ne pourra pas s'en sortir démocratiquement si on ne rend pas désirable le futur. Merci de m'avoir cité, c'est mon opinion et je la partage, effectivement. Bon, ensuite, c'est comme en management, il faut toujours un peu de bâton et un peu de carotte. Voilà. Donc, montrer les catastrophes probables est une chose, donner aussi une voie de sortie, ça peut aussi donner envie d'agir. Ensuite, je pense, du point de vue de l'action politique, c'est les débats qu'on avait eus à Suez ensemble. Je veux dire,
C'est une question de dosage aussi. Alors, il y a deux questions sur la question de Yann, sur les indicateurs. Je viens d'avoir la réponse à ta question. Je peux faire deux commentaires. La première chose, c'est qu'on a différents problèmes, et face à différents problèmes, il y a différents indicateurs à mettre en œuvre, qui ne sont pas forcément de même ordre. Alors, on pourrait en débattre plus longuement, mais il n'y a pas un seul régime d'indicateurs. On ne va pas recréer le nouveau PIB, surtout pas. Et justement, un des mérites du travail qui est fait aujourd'hui, suite à la loi Sas, c'est qu'on a gagné une bataille, qui est la bataille de dire que l'instrument unique monétarisé n'est pas le bon instrument, et que ce qu'il faut mesurer, c'est un ensemble de données physiques, matérielles, concrètes, sur l'évolution des inégalités, sur l'environnement, etc. Parce qu'on ne peut pas avoir un indicateur synthétique monétarisé, même en intégrant de nouvelles choses avec la science des économistes qui rendrait compte de la qualité de notre société. Alors ensuite, le nombre d'indicateurs qui a été retenu, 10, dans le petit panel alternatif qu'on s'est amusé à faire pour Alternatives économiques dans le cadre du rapport qui sera publié dans notre hors-série d'octobre, on en a pris 15, mais ce qui est clair, c'est que du point de vue simplement de l'efficacité médiatique, il faut que le nombre d'indicateurs soit relativement limité. Bon. Sinon, déjà un journaliste, il a du mal quand il y a deux chiffres, il en met 25. Donc une dizaine, c'est pas mal. Et ensuite, derrière chaque indicateur, avec une logique de poupée gigogne, il y a un certain nombre d'indicateurs complémentaires, secondaires, qui permet à celui qui veut aller plus loin de mieux apprécier l'état de la France. Bon. Donc, voilà ce que je peux dire en l'état par rapport à ta question. Je voudrais juste rajouter un petit mot par rapport à l'économie sociale et solidaire, puisqu'il se trouve effectivement que c'est un sujet que je connais bien. Pour moi-même en faire partie, en tant qu'ancien président d'une société coopérative. Je pense que les désillusions à l'égard de l'économie sociale et solidaire sont sans doute à la mesure des illusions extrêmes qui ont été formulées, pensées parfois, notamment chez ELV à son égard. C'est vrai que dans un moment où on peine désespérément à trouver une alternative à la société existante, où il y a une certaine désespérance sociale, où on a l'impression qu'on a perdu tout contact, toute capacité à encadrer l'économie. L'idée de vendre une économie qui soit territorialisée, qui donne la priorité aux personnes plutôt qu'aux profits, qui donne la priorité à l'objet social des entreprises plutôt qu'effectivement à la lucrativité, qui est faite par les gens et pour les gens, etc. Enfin, tout ça est tellement merveilleux qu'on a envie de l'entendre. Maintenant, quand on regarde réellement de quoi il s'agit, au-delà d'un certain nombre d'expériences qui sont certes nombreuses, mais relativement lilliputiennes, le gros de l'économie sociale et solidaire se confond avec ce qui a été le développement historique de l'État social au cours du siècle dernier. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas la comprendre si on ne la vit pas en réalité, en relation avec les évolutions de cet État social. Et là, on voit bien aussi les limites que nous impose encore dans notre imaginaire une conception de la société dans laquelle et c'est un héritage à la fois de la pensée libérale, mais aussi du marxisme, où on pense que l'économie et le néolibéralisme comme une force extrêmement dominante, sans doute à juste titre à bien des égards, mais il faut quand même ne pas oublier qu'on est aussi dans une société où on a une dépense publique qui représente 55% du PIB, et où ne serait-ce que les régimes de protection sociale représentent 32% du PIB. Donc, décrire notre société uniquement comme une société où le néolibéralisme domine tout, excusez-moi, mais c'est un peu pauvre comme niveau d'analyse. Il faut sans doute aller plus loin, et c'est en faisant ce détour intellectuel qu'on peut arriver à voir quelle est la place de l'ESS, quelle est sa fonction, à la fois de sous-traitant des politiques publiques, d'aiguillon des politiques publiques, et éventuellement d'innovation sociale pour inventer une nouvelle façon de se loger, de se nourrir, de s'alimenter, de produire de l'énergie, de travailler ensemble, de coopérer ensemble. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent sur le terrain, mais qui ont une vocation transformatrice pour l'instant, qui reste relativement faible. Voilà. Merci beaucoup. Alors, a priori, l'écologie politique, c'est tendre vers des futurs désirables, mais aussi intégrer la frustration. Donc, je ne vous poserai pas les sommes de questions que j'avais préparées. Peut-être juste un point qui me semble intéressant pour conclure.
c'est que, parce qu'il me semble que ça réunit vos trois propos, c'est celui d'un changement qui passe d'abord par des matrices intellectuelles et perceptives, comme finalement Olivier le disait. Alors, qu'il s'agisse des modes d'interprétation de la réalité, comme Danilo nous l'a exposé, ou des indicateurs pratiques qui finalement permettent d'en mesurer la matérialité, comme Philippe Frémaux vient de nous l'exposer. Ce que je comprends, moi, c'est cette nécessité de faire un pas de côté. Alors, je vous pose une question et à laquelle vous répondrez par la suite en vous rapprochant de la FEP, parce que moi, je n'oublie pas aussi l'aspect très pratique. Je me demande, puisque utiliser les termes qui font défaut pour penser les termes de ce que l'on souhaite semble pour partie inopérationnel. Alors, je vous pose la question à tous les trois, finalement, quels objets pratiques, empiriques, doit-on, au-delà de ces constats, développer, favoriser, soutenir pour tendre vers ce jeu d'imagination qui, semble-t-il, est absolument nécessaire à vous entendre pour imaginer une transition, en tout cas qu'elle soit robuste et désirable, et surtout, quel rôle la FEP peut jouer là-dedans. Vous aurez tout le temps d'y répondre. Je vous remercie infiniment pour votre présence.